Deuxième partie, deuxième version, dimanche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous revenons. Critique Info, aujourd'hui les journaux ne sont pas apparus. Il n'y a pas eu parution de journaux aujourd'hui, simplement parce que, bon, dimanche, c'est un jour dominical pour nous, on ne travaille pas, on se repose un peu. Mais moi, c'est par amour que je dis non, il faut quand même faire le débriefing du discours de Martin Fayulu et aussi prendre en compte vos messages. Chers frères, il y a beaucoup qui m'écrivent des messages, des félicitations, merci beaucoup. Il y en a aussi qui me posent des questions techniques, je vous dis merci aussi, je répondrai petit à petit. Il y a des rectifications qu'on a eu à faire hier. Un frère m'a appelé, deux je crois. Un était beaucoup plus gentil, l'autre était beaucoup plus méchant, bon on comprend. Sur l'histoire. Mes frères, je dois vous dire sincèrement, l'histoire n'a jamais été racontée de la même manière par plusieurs personnes. Et c'est très prétentieux de croire que la version que vous avez est la bonne. Encore que vous n'étiez pas là. Je m'inclinerai si vous étiez présent. Mais si vous n'avez pas été là, vous avez lu comme moi, alors ne venez pas me dire que votre version est la bonne et que la mienne, elle est totalement fausse. C'est prétentieux et ce n'est pas bien. L'histoire n'a pas qu'un seul écrivain. On dit en français, l'histoire a plusieurs pères. Et ceux qui suivent et lisent, ceux-là qui lisent l'histoire écrite par les Blancs, nous concernant, nous Congolais, je ne dis pas que tous, mais beaucoup ont du mal. Parce que l'histoire a toujours été écrite par les gagnants. Mais pas nécessairement les perdants écrivent aussi l'histoire. C'est le sens même des l'hymne des opprimés. C'est le sens même de carnet des blessés. C'est l'essence même de chant des oppressés. Mais lisez tous ces livres-là. Les larmes inconnues. Lisez tous les livres. Il y en a des livres qui parlent de ça. Il y a des gens qui racontent leurs douleurs, qui racontent leurs échecs. Il y a des évaluations qui sont faites. Lisez. Je donne du crédit personnellement à un écrivain noir qui écrit sur le noir. Je donne un peu de crédit. Et je veux comprendre, en tant qu'intellectuel, je veux comprendre qu'ici, il y a des excès. Dans chaque démarche intellectuelle, il y a toujours une dose de subjectivité. Dans chaque démarche intellectuelle, il y a toujours une dose de subjectivité. Parce que nous sommes des hommes, on est humains. Nous ne regardons pas les choses de la même manière. Et puis, le fait de regarder et de transcrire cette étape-là, dans cette période-là, du regard et de la transcription, il y a toujours un petit modélage, je veux dire, une petite dose qui rentre. Une petite modification de l'histoire. Et tout dépend du lecteur. Comment il a pris, avec le poids intellectuel que le lecteur a, et surtout avec le bagage qu'il a, les instruments intellectuels qu'il a, lui permettant de comprendre ces choses-là. On peut dire par exemple, monsieur a vraiment souffert. Voyez-vous? Il a vraiment souffert. Il a été torturé. Mes frères, la torture n'est pas que physique, elle peut être morale. Maintenant, le lecteur, quand tu lis, il peut se limiter au terme. Torturer, c'est que bêta qui est pinda, c'est que nyokola qui est pinda. Mais ça peut être une torture spirituelle, une torture morale. C'est pourquoi, dans une démarche intellectuelle, prenez un peu de distance. L'histoire, elle se renouvelle. C'est une matière impérissable. Elle se renouvelle, elle se renouvelle. Vous ne pouvez pas être figé, dire que ce que je dis est vrai. Non, même la Bible, figurez-vous. Même la Bible, pour parler de Jésus, on a eu 4 évangiles qui ont parlé de Jésus. 4 évangiles qui ont parlé de lui. Luc n'a pas parlé de Jésus de la même manière que Marc. Marc ne l'a pas fait de la même manière que Matthieu. Matthieu ne l'a pas fait de la même manière que Jean. Le problème ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas qu'ils se sont contredits, non. Le problème, c'est que chacun a amené des détails que l'autre n'a pas. Parce que Jésus n'a pas vécu avec tout le monde de la même manière. Il n'avait pas les mêmes rapports avec tout le monde de la même manière. Non. Avec certains, il était beaucoup plus proche. Avec d'autres, il était beaucoup moins proche. Tout est question de l'histoire, mesdames et messieurs. J'ai aimé un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, Christian, le prince Kasavubu n'était pas en fonction du prince Kasavubu. Non, c'était en fonction du prince Baudouin. On appelait ça prince Baudouin. C'est ce qu'il m'a dit. En ce moment-là, je n'étais pas à Kinshasa. Et je n'ai jamais lu ça d'ailleurs.
Et quand il me dit, je dis, ah merci beaucoup papa, c'est un bel ajout, je le prends. Un intellectuel ne conteste pas quand il n'a pas d'argument contraire. S'il n'a pas d'argument contraire, il prend d'abord ça, il va vérifier après. C'est ça un intellectuel. Et moi j'ai dit, ok merci papa, je prends d'abord, je prends ça. Comme je n'ai pas un élément de ce sens-là, je prends. Mais je vais continuer à faire mes investigations petit à petit. Mais avec d'abord ce que tu m'as donné, je le prends. Il m'a dit, non Christian, ce n'était pas comme ça. Kasavubu n'était pas le prince en fonction de... Non, c'était le prince Baudouin. Et quand on a eu notre indépendance, les gens ont commencé à appeler ça prince Kasavubu. Ce n'était pas que parce que Kasavubu est le fils du roi, non. Et j'ai dit, ah, c'était logique votre réflexion, papa. Une très belle logique, je comprends. Donc ici, on peut comprendre carrément et humblement que le prince dont on parlait, c'était le prince Baudouin. Mais Kasavubu, quand il revient, on bâtit cette voie par lui. Mais bon, comme c'était le prince, c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, dans les jargons congolais, balabala bengango prince. Dans les jargons congolais, balabala, oh, tu benga macadam, oh, tu benga albarter raminene, tu benga na Kinshasa, ba prince. Hein, tu entendrais une mère dire à son enfant, Kokatsa prince boité, zonga. Pour lui, prince, c'est balabala. Parce que ça venait de là, donc dans une traduction normale. Et un autre frère me dit, non, Lumumba, tu as mal raconté l'histoire de Lumumba. Lumumba cherchait la dictature, comment on appelle, l'indépendance et tout. Christian, tu fais ça pour avoir des vues. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je vais chercher des vues, ce n'est pas avec Lumumba que je chercherai des vues. Aujourd'hui, si je vais faire des vues, ça ne sera pas avec Lumumba. Ça va être avec Fayulu, ça va être avec Félix, parce qu'ils sont aujourd'hui en place. On ne cherche pas de vues avec Lumumba. Qu'est-ce que je vais avoir en parlant de Lumumba? Quelle vue j'aurai? Il n'y aura pas de vue là-bas. Et puis, mesdames et messieurs, ne pensez pas. Donc, ayez un peu une ouverture d'esprit, c'est toujours important. Je ne comprends pas. Les intellectuels congolais sont compliqués. L'intellectuel congolais est celui qui peut contredire l'autre sans apporter des preuves, sans apporter un élément contraire. Non. C'est compliqué en tout cas. Vous allez trouver ça dans les débats des Congolais. Adobo et le sans qu'il a apporté le Kumsus. Abo Ikaka. T'es da bongote, mais zanini. T'es bongote kaka. Oh, mais bongote zanini cassé. T'es da bongote. Bongote kaka. Ok, ouais. Ah ouais, mon akin. Bolinga pelika bana kina wali kampo. Biso ba to ta mbandaka o tsali ga 6 ans na kina dans tout le bateau l'hôtel. Tout le monde veut. Ngana mona ki, ngana mona ngaba, ngana mona limete, ngana mona matete, ngana mona bon biso ba mbandaka to suka bikas. Ah, donc to fa na biso gagner. Tout va besoin total. Voyez-vous le problème? Donc je crois humblement que dans une démarche intellectuelle, l'humilité est la clé de tout. Et moi, je suis très ouvert. Ceux qui me connaissent, je dis toujours, si vous connaissez quelque chose mieux que moi, dites-moi. On va travailler ensemble. C'est très important. On s'ajoute des choses. Et non de faire... Quelqu'un va écrire 7 pages. Mais tu vois, dans les 7 pages, critique, même pas un paragraphe de propositions, même pas. Et dans ces critiques, il y a des insultes, je dis, ok, c'est pas un problème. Mais nous, on continue notre boulot. Le boulot, c'est de faire comprendre aux Congolais ce qui s'est passé. J'étais en train de dire, il y a un frère aussi qui m'a dit, non, Christian, il n'y a pas eu le son. On a remarqué, c'est vrai, qu'il y a eu un problème de son. Mais ce n'était pas un problème au niveau du filmage, c'était un problème au niveau du montage. Alors je reprends là où on s'était arrêté. Donc je crois avoir rectifié un peu ce qu'il fallait être rectifié. Mesdames et messieurs, ici il faut comprendre une chose. J'étais en train de parler de 1885 à 1960. Je vous ai parlé ici comment les Blancs avaient préparé des cadres. Les Blancs, les Belges avaient préparé des cadres, mais pas de la très bonne manière. Parce que pendant que nous, on était en train de trouver d'abord des gens au niveau de la municipale et tout, il y avait des vétérinaires comme Houphouët-Boigny. Il était vétérinaire, médecin vétérinaire, chez lui là-bas. Il y avait des gens comme Kwame Nkrumah qui siégeaient déjà à l'époque. Il y avait des Sédar Senghor et des autres qui étaient déjà assez élevés. Il y avait des Aimé Césaire, des gens qui avaient déjà pris une autre allure. Mais nous, le gouvernement belge était lent, trop lent. Est-ce qu'on peut imaginer que dans nos écoles, on nous enseignait Kamaralei, alors que chez les Guinéens, on ne les enseignait pas un Congolais qui avait écrit? C'est pas quand même sérieux, n'est-ce pas? C'est pas quand même sérieux. Donc, je veux dire, les problèmes, il y en a beaucoup, dans tous les sens. Mais je suis en train de vous parler ici de l'élite. Moi, le problème, c'est que je parle de l'élite faussée. La sélection d'une élite faussée depuis l'histoire de notre indépendance. Nous avions eu 2 blocs. Il y a eu, je persiste et je signe, il y a eu des progressistes. Ça veut dire des gens qui voulaient l'indépendance, mais pas tout de suite.
qui voulaient l'indépendance progressivement. Il y a eu des gens qui ont voulu l'indépendance immédiatement. Les gens qui ont voulu l'indépendance immédiatement, sans aucune contradiction, je suis tout à fait, je peux assumer ce propos, c'est que Lumumba voulait une indépendance immédiate. C'est ainsi que je me suis posé des questions. Pourquoi voulait-il l'indépendance immédiatement? Est-ce que c'était parce que la misère était forte? Est-ce que Lumumba avait pris le soin et le temps de réfléchir sur le Congo, sur l'immensité du Congo? Est-ce qu'il avait divisé, est-ce qu'il avait pris le temps de connaître la population qu'on avait, divisée par le nombre d'intellectuels qu'on pouvait avoir? Par quel mécanisme Lumumba pensait refaire le Congo? Par quel mécanisme Lumumba pensait créer une dynamique congolaise qui pourrait être comparée au Ghana et tout le reste? Et l'histoire de Lumumba, elle est grande. Hein? Il y en a qui sont pour lui, il y en a d'autres qui sont contre lui. Mais moi je dis les héros sont des gens contextuels. C'est par rapport au contexte, c'est par rapport aux époques, c'est par rapport aux événements. On peut être héros aujourd'hui pour une chose et peut-être pas pour une autre. On peut être héros dans une époque et peut-être pas dans une autre. Donc à l'époque de Lumumba, on peut dire que c'était un très grand héros. Pourquoi un très grand héros? Parce qu'il pouvait dire non là où personne ne pouvait dire non. Il a mené des actions que personne ne pouvait mener en ce moment-là. Mais faudrait-il aujourd'hui jeter le discrédit sur tous les autres? Non. C'est ainsi que j'ai dit aux Congolais que non, Lumumba a fait sa part, mais dans la démarche de Lumumba, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à redire. Et c'est même ça le rôle des intellectuels d'une génération. Les intellectuels d'une génération reviennent pour regarder la démarche de leurs ancêtres, de leurs aïeux, de leurs pères fondateurs, pour dire « Ah, ils auraient dû faire ça. On aurait eu ça aujourd'hui. » À l'époque où Lumumba se bat pour l'indépendance, il n'y a pas d'université au Congo. À cette époque, il n'y a pas d'université. Citez-moi une seule, il n'y en avait pas. Il y avait des écoles. Mais avec quel type de formation? À l'époque, on ne formait pas des cadres pour gérer, on formait des cadres pour suppléer. Ça veut dire qu'on ne formait pas des gens pour gérer, quoi. On formait des gens pour suppléer, pour peut-être regarder, superviser, mais pas contrôler, pas travailler, on n'avait pas. Parce qu'à l'époque, en termes de production intellectuelle, nous n'étions pas le premier. Nous n'étions pas le premier, c'était la politique de Belge. Une politique qui les permettait de nous maintenir dans le chaos. Ça veut dire de ne pas nous laisser diriger, de ne pas nous laisser nous épanouir. Il ne fallait pas. Il fallait pas former un noir et le placer au sommet. Ce qui fait que quand Lumumba va aller en voyage, va aller rencontrer le Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Julius Nyerere et les autres, Lumumba quand il rentre avec une autre énergie. Parce qu'il a rencontré des sommités intellectuelles en ce moment-là. À leur époque, il dit non, mais non, nous pouvons aussi faire ça chez nous. Pourquoi nous ne pouvons pas? Alors ça n'a fait qu'attiser cette sorte de, je ne veux pas dire aversion, mais je veux dire une sorte de résistance en lui. Il dit non, ce blanc nous dérange, il faut qu'il parte. Et c'était là le problème. Alors, donc on a parlé de cela. Mais maintenant, nous sommes au niveau de 1965 à 1997. Je dis ici, c'était la suite de la sélection de l'élite faussée. Une sorte d'inversion des valeurs. Une récompense ou le partage de butin. Mobutu trouve une administration forte. Mobutu hérite d'une politique assez ordonnée. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contestations. Hein. C'est vrai qu'il y avait vraiment une sécession terrible. La politique était instable. Mais malgré l'instabilité politique, l'administration était normale, était bonne. Les écoles étaient normales, le système éducatif était au point. Parce qu'en ces moments-là, c'est nous qui avions des gens. Quand on va créer encore l'université un peu plus tard, vous allez voir que les gens venaient ici, au Congo, pour être formés. Entre autres, plusieurs présidents africains ont étudié au Congo, à l'Uvanium. Je vous ai parlé de Kagame, je vous ai parlé de James Kabarebe. Ils ont étudié ici, à l'école de formation ici, chez nous. Avant d'aller en Angleterre, chez nous ici d'abord. L'ANC de Mandela ont envoyé avec Houphouët-Boigny et messieurs de Rhodésie, ils appellent Mobutu, et même il y avait Bongo qui appelle Mobutu qui dit « Nous n'avons pas des infrastructures sérieuses pour former aussi un nombre important de cadres. Mais on nous a dit que vous avez créé une université chez vous là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre les étudiants de l'ANC, les amener là-bas ?» Mobutu dit « Ok. » C'était sous le frais de qui? De l'IMPR. Mobutu a scolarisé les étudiants, les militants de l'ANC. Parce que Mandela disait, l'ANC a passé tout son temps dans la contestation, mais pas dans les études. Entre-temps, parce que souvenez-vous, souvenez-vous, Zuma était jeune.
Mais Zuma n'avait pas étudié. Et ils étaient nombreux comme ça. Des gens qui avaient la vigueur, qui avaient l'énergie, mais qui n'avaient pas la tête, qui n'avaient pas étudié. Et Mandela disait, c'était ça l'handicap. On ne peut pas compétir avec l'homme blanc. L'homme blanc, lui, a étudié. Vous, vous n'avez pas étudié. Demain sera fatal. Vous devez aller à l'école. Et Mandela, en prison, prendra l'initiative de scolariser les étudiants de l'ANC à Kinshasa, ici. Et c'est par cette période-là que M. Bongo va aussi greffer. La Côte d'Ivoire va aussi greffer quelques nombres d'étudiants qui viendront étudier ici chez nous. Tous ne sont pas rentrés. Hein. Il y en a une bonne partie qui était rentrée, mais une bonne partie était restée aussi. Les brillants étaient restés aussi pour aider l'administration locale à se maintenir. C'est ainsi que Mobutu devait recourir aux étudiants. Il va nommer des étudiants au poste de responsabilité. Des gens qui étaient encore en train d'étudier, mais qui vont finalement être dans les postes de responsabilité. Vous voyez? Donc c'était finalement une autre suite. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez voir ça aujourd'hui. Ceux qui parlent beaucoup sont ceux-là qu'on considère comme des intellectuels. Ceux qui sont, Namakila, Motomoto, les impulsifs, sont ceux-là qui sont des intellectuels aujourd'hui. Mais des gens qui sont posés, réfléchis, calmes, modérés, non, pas eux. Et c'est ainsi, comme je dis, que cette question, la sélection de modérés, des gens posés, des gens réfléchis, des gens calmes, des gens humbles, des gens orientés. C'est comme ça que ça va brutalement être faussé pour donner la place aux parachutés, aux perturbateurs, aux impulsifs, et aux populistes, aux manipulateurs et surtout aux ineptes intellectuels. Les ineptes intellectuels vont reprendre la fonction. Qui est un inepte intellectuel? Parce que c'est le terme qui a dérangé les gens. Et un monsieur m'a dit, non, mais comment tu peux dire que Mobutu était inepte intellectuel? Non, Mobutu n'était pas l'élite. Et ça, vous le savez, mes frères. Mobutu n'était pas l'élite. Mobutu n'était pas l'élite. La seule qualité de Mobutu, c'était qu'il était virulent, il était courageux, il était prêt à tout. Ce n'était pas la crème. Ça, vous ne pouvez pas me contredire. Ce n'était pas la crème. Dans la génération de Mobutu, il y avait ceux qui étaient plus intelligents que lui, mais qui n'avaient pas l'audace que Mobutu avait. Qui n'avait pas le kilo que Mobutu avait, qui n'avait pas le courage que Mobutu avait. Mobutu, avec son sangha là, pouvait me dire Oche Toche. Voyez-vous? C'était ça le problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce qu'on a bloqué tout ce système-là, en fossoyant maintenant une élite. Et quand Mobutu vient, Mobutu fait quoi? Il s'entoure des hommes intelligents, c'est vrai, mais des hommes intelligents qui parlent son langage. Des gens qui lui seront favorables, qui lui permettront de poursuivre son but. Le but, c'était quoi? Maintenir le pouvoir, destituer Monsieur Kasavubu, faire un coup d'État, renverser les institutions et réorganiser l'État. C'était comme ça. C'était ça sa tête. Et c'était même ça la mission qu'il avait. Et Mobutu va le faire. Alors il doit empêcher tous ceux qui peuvent avoir les idées contraires à son idée. Nous étions déjà une démocratie en ce moment-là. Ne vous en faites pas, parce qu'il y a eu des élections en 1960. Mobutu dit, niet, on va arrêter cette histoire, c'est du désordre. Il arrête ça. On fait un recul démocratique. Il va appeler des gens qui ne pouvaient que l'aider à asseoir son leadership dictatorial. Et voilà un peu le problème. C'est là où on parle de l'élite faussée maintenant. Et même dans la sélection, Mobutu va faire une très bonne chose. Il va recruter des intelligences. Mais quand il recrute des intelligences, il les amène quelque part, il les lave les cerveaux. Il dit à ces gens, vous ne travaillez pas pour vous, mais pour moi. Allégeance d'abord à Mobutu. Mobutu, c'est le roi soleil, c'est le Dieu, c'est tout il connaît tout, il fait tout. J'ai fait des bêtises, vous trouvez des explications juridiques à cela. Souvenez-vous que Mobutu va voir Houphouët-Boigny. Ça, vous pouvez le lire dans les confidences de Mobutu. Il va voir Houphouët-Boigny et il dit à Houphouët-Boigny, il dit, mais je ne comprends pas, les intellectuels de mon pays font tout ce que je leur dis, tout, sans poser des questions. Il dit, ça m'étonne. Ils ont fait des études, des longues études plus que moi. Mais tout ce que je dis, ils acceptent. Mais oui, vous êtes dictateur, que voulez-vous? C'est normal. Là, je suis dans la logique de la chose. Donc, vous voyez comment la chose va vraiment se passer. Mobutu va amener le pays dans un système terrible. La gabégie, les détournements, la prédation de ressources, le pillage, je vais dire, au sens du terme, l'enrichissement personnel, l'oligarchie, je veux dire indigeste. Mobutu va finalement nous amener une sorte d'hybridité. On ne sait pas on est où. Est-ce qu'on est dans un royaume? Est-ce qu'on est dans un régime présidentiel, semi-présidentiel? Il y a eu plus de 14 constitutions en son temps. Donc tripatouillage, constipation. Donc on a eu tout le terme du monde dans la gestion de Mobutu.
La réussite, c'est l'unité nationale, ça on l'avait. Mobutu s'est battu pour qu'on ait une unité nationale. À l'époque de Mobutu, on n'avait pas au Mungala, au Mukongo, on n'avait pas ces choses-là. La preuve, moi je suis une preuve. Mon père est équatorien, mon père est Mongo. Mon père est Mongo de Bassankusu, Lilangi Ikanga. Mais ma mère est de Bukavu, Idjui. Ma mère est Mouavu. Voyez-vous, je suis né à Goma. Mon père était commandant de la ville de Goma. Mais il était Mungala. J'ai appris le Swahili là-bas. Vous comprenez un peu le problème? C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce sentiment-là d'être Mungala. Pas du tout. On n'avait pas ce sentiment-là. On était plongé. Mon père a eu des amis Swahili. Donc c'était difficile que vous puissiez ressentir ce tribalisme-là. C'était difficile de ressentir le tribalisme. Et il y avait des gens, ceux de Bandundu à l'Équateur, ceux de Kivu à l'Équateur, il y avait quelqu'un de Bas-Congo. Au Kivu, ça dit c'était comme ça un mélange. Un natif de Maniema, mais qui va aller travailler à Kinshasa, un natif du Katanga qui va aller travailler au Kasaï, le Kasaï à Lupachi. C'était comme ça. Du coup, ça donnait une belle impression, une belle unité. Les gens étaient ensemble. On pouvait se tenir la main dans la main. Mais quand les autres vont venir, ils vont détruire. Donc, on reconnaît cela à Mobutu. Mais cela n'enlève pas le côté négatif qu'il avait. Donc, vous avez vu, et qu'est-ce que Mobutu va faire? Mobutu va se tromper de la chose la plus importante du monde. Une erreur monumentale, c'est la zaïranisation. La zaïranisation avait deux faces. La forme et le fond. La forme de le fond de la zaïrianisation était bon. C'était le meilleur de fond. Oui, parce qu'il faut créer des nouvelles richesses au Congo, au Zaïre. C'était l'idée de Mobutu. Mais Mobutu pose des mauvaises questions. Non, une bonne question, mais il répond très mal. Comment faire pour créer la richesse au Congo? Mobutu répond très mal à la question. Pourquoi? Il va finalement calquer le modèle belge. C'est quoi les modèles belges? À l'époque, en 1960, il y a en Belgique, vous pouvez poser des questions, vous qui êtes en Belgique, il y a 300 familles riches en Belgique. C'était les 300 familles riches qui possédaient, je vais dire, la fortune de la Belgique. Mobutu dit, ah d'accord, nous allons nous aussi créer 300 familles riches au Congo, au Zaïre, pour permettre que les Zaïrois soient riches ou deviennent des riches. Mais Mobutu n'a pas compris que la richesse n'est pas un truc spontané. La richesse est une conséquence du travail fait il y a longtemps. La richesse, c'est comme un arbre qu'on a planté, qu'on voit grandir. La richesse n'est pas spontanée. La richesse de la spontanéité tombe. Tombe par quoi? Par la loi, ce qu'on appelle la loi de correspondance. Propre dedans, propre dehors. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Tous ceux qui gagnent l'argent dans le loto, dans les loteries, dans les DV, tout ça, ils finissent par le perdre avec le temps parce qu'ils ne sont pas faits pour avoir l'argent. Être millionnaire et posséder des millions sont deux choses différentes. Dans les millionnaires, vous avez la mentalité des millionnaires. Pardon, oui, dans les millionnaires, c'est avoir la capacité de production de millionnaires. Et dans avoir des millions, c'est un état de possession qu'on peut perdre à tout moment. Ça, Mobutu n'avait pas compris. Non, il n'avait pas compris cela. Mobutu va alors appeler ses amis, des mécaniciens, des gens avec qui il a grandi, des gens qui n'avaient pas d'instruction. Il va leur donner des entreprises. Ils vont zaïrianiser le Congo. Ça veut dire qu'on va chasser les les magiciens pour garder la magie. Mais qui va former encore la magie? Parce que entre la magie et les magiciens, ce sont deux choses qui sont interliées. Vous ne pouvez pas garder l'une et chasser l'autre. Vous êtes obligé de les avoir les deux. Vous êtes obligé de les avoir les deux. Vous ne pouvez pas, même pas une fois dire non, nous avons gardé l'une. Non, 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 non. Ou tu gardes le magicien et tu gardes la magie, le magicien te produit la magie. Ou tu gardes la magie pour que le magicien la produise. Sinon, tu crées toi-même ta propre magie et tes propres magiciens. Mais Mobutu avait chassé les magiciens en gardant la magie. Vous voyez le problème? Les Blancs sont partis. Ceux qui étaient intelligents, ceux qui avaient la notion de la productivité sont partis et vous avez gardé les entreprises. Comme il y avait beaucoup d'argent, on ne voyait pas. La voiture avait déjà une panne, mais la voiture était sur une pente. Et les gens voyaient que la voiture est en train de rouler, mais les gens pensaient que la voiture était en bon état. Non, la voiture avait déjà connu des problèmes, mais comme elle était sur une pente, elle était en train de descendre, personne ne pouvait s'imaginer cela. C'était là le problème de Mobutu. Avec une sélection vraiment pas bonne des gens. Avec Mobutu, c'est qu'il y avait des hommes intelligents, c'est vrai, des hommes formés, mais que Mobutu utilisait à ses fins. Une intelligence désorientée.
Une intelligence, des compétences freinées, bloquées et corrompues. Du coup, tous ceux qui voulaient travailler convenablement, Mobutu les mettait à l'écart. Je vous ai parlé de l'histoire de Kamanda, non? Kamanda Gérard. Kamanda Gérard qui a été envoyé ailleurs pour comprendre M. Bisengimana. Voilà un peu le problème. Donc, on aura des sérieux problèmes sur la question de la gestion de l'intellectuel. On va terminer cette partie avec la troisième étape. Je rappelle ici que Mobutu n'était pas que méchant. Non, il n'était pas le démon. Il était non plus l'ange. Il avait des défauts, il avait aussi des qualités. Alors maintenant, nous allons prendre... Ça, c'était de 1965 à 1997. Vous avez l'époque de Mobutu. C'était l'époque où les choses commençaient à mourir. L'éducation, à mourir la santé, à mourir l'administration publique, en train de mourir petit à petit. Mais maintenant, c'est en 1997. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il fallait dire qu'on était dans une sorte de destruction progressive de l'idéal congolais. On était dans une sorte de la naissance de la médiocrité. Les médiocres ont commencé à l'époque de Mobutu. Mais la médiocratisation va encore s'installer après. Parce que les médiocres ne produisent que la médiocratisation. Et puis maintenant, c'est en 97 et en 98, de 97 en 2018 qu'on aura des vrais problèmes. Mais j'aimerais diviser cette chose en deux, cette étape en deux. Si j'ai encore le temps au mot, je n'en ai plus. Voilà, j'ai encore un peu de temps. Bon, on me dit que j'ai encore un peu de temps, peut-être 5 minutes ou tout ça. Je reviens. Donc, de 97 en 2018, je divise ça en deux. Je prends la première partie, la deuxième partie, j'en parlerai après dans une autre émission. Mais prenons la première partie. C'est quoi la première partie? C'est de 97 en 2001. Comment nous pouvons énumérer ça? C'est simple, mes frères. C'est simple. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un l'a dit. Il dit, nous étions dans une forme de conglomérat des aventuriers. C'est-à-dire un groupe d'aventuriers. Kabila le père, qui lui était intellectuel, on peut dire ça comme ça, mais même si l'université qu'il a étudié, on ne connaît toujours pas, mais il nous a dit qu'il était étudiant. Vous souvenez-vous qu'on a refusé qu'il donne cours dans une université ici parce qu'il voulait donner cours. On a refusé, il dit non, monsieur ne peut pas nous enseigner, tu n'as pas défendu ta thèse, ainsi de suite. Bref, où tu as eu le temps d'étudier parce que tu étais dans le maquis, comment tu faisais, est-ce des études par correspondance? Là, les gens ne s'étaient pas posé des questions. Mais comme on avait déjà une élite faussée dès le départ, vous vous souvenez, des gens qui prêtaient allégeance à Mobutu, ce sont les mêmes personnes qui sont venues prêter allégeance encore une fois à Kabila le père. On va redonner à Kabila ce qu'on a donné à Mobutu. Des chansons, culte à la personnalité, chanter pour lui, les déifier. Et l'élite commençait maintenant à se battre pour se positionner. Nous avions maintenant à l'époque une élite ventriote, une élite de poche. C'est-à-dire que des gens qui étaient prêts à vendre leur intelligence au service du mal. Ce n'étaient plus des élites indépendantes, ce n'étaient plus des élites organiques, comme on dit, des intellectuels organiques, mais c'était plutôt des intellectuels mécaniques. Des gens qui étaient prêts à brader leur intelligence, à sacrifier leur conscience aux besoins des autres. Ça veut dire aux besoins de quelque chose. Tu as commis une bêtise, paye-moi, je vais laver la bêtise. Tu es un dictateur, paye-moi, je vais consolider ta dictature. Du coup, nous avons eu des intellectuels qui, au lieu de travailler pour le bien de la démocratisation, non, ils ont travaillé pour le bien de la consolidation d'une dictature. Oumela Seko na Seko, Vanda na Ngwende na yo, Yebela, Tikala. C'était un peu la logique. Nous sommes revenus sur la logique de l'homme providentiel. Laurent Désiré Kabila, c'est l'homme providentiel. Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahir le Congo. Mais personne ne s'est posé la question, qui a trahi le premier? Qui nous a amené des rebelles dans l'armée? Qui nous a amené cette histoire des régionalismes? Qui nous a amené cela? Et quand Étienne Tshisekedi se lève pour dire à monsieur, non, monsieur, demande à tes amis de rentrer parce qu'ils t'ont aidé déjà à faire partir Mobutu, bon, demande à tes amis de rentrer, ça lui a valu une relégation. Donc je crois humblement que l'intellectuel congolais a joué un rôle, mais ce n'était pas le bon rôle. Depuis 1960, l'intellectuel congolais n'a pas joué le rôle de la consolidation d'une démocratie, mais bien au contraire, a joué le rôle de la consolidation d'une dictature. A joué le rôle d'élever les hommes au rang de Dieu, mais pas d'abaisser les hommes au rang des hommes. Les gens n'ont pas travaillé pour
sacraliser la fonction de président, mais ils ont travaillé pour sacraliser l'homme président. Et du coup, les présidents au Congo étaient des hommes un peu comme des dieux. Leurs paroles avaient la force de loi. Et ceux qui disaient ça, des intellectuels, des professeurs de droit. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Très compliqué. Donc, des gens qui ont sacrifié la science pour les intérêts mesquins. Parce qu'ils voulaient construire des maisons à ma campagne, construire des maisons à Pigeon, construire des maisons à Ngaba, construire des maisons à Lupin, des maisons qui les ont vus mourir, des maisons qui sont restées entre les mains de ceux-là qui ne se sont jamais battus. Vanité des vanités. Parce que l'intellectuel n'a pas vu loin. L'intellectuel n'a pas vu le jour de sa mort. L'intellectuel a vu la fin qu'il avait, a vu le problème qu'il avait. Et la fin dont on parle, ce n'était pas la fin du ventre, c'était la fin de la tête. Donc je crois que c'était là la pire histoire. Mais maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, parce qu'à l'époque de Kabila le père, il faut dire qu'il y a eu un nombre important de fuites de cerveau. Les soldats formés par l'armée congolaise, par l'armée zaïroise, sur le compte du trésor public, ces gens ont fui. Et aujourd'hui en Europe, vous avez des militaires bien formés pour la bonne République. Même un militaire, voilà, un Koufi. Moussa Moussalate, Moussa Trahi Napoto, va se convertir ça, na BMW, des militaires qui ne demandaient qu'à être réintégrés dans l'armée. Mais mon Kabila le père dit non, non. On va détruire d'abord cette armée en amenant des hommes inexpérimentés à l'armée. Des gens qui n'avaient pas de formation, mais ce sont eux qui vont gérer l'armée. Et c'était là le plus grand problème. Mais personne ne s'est levé pour dire, voilà le problème, accuser et toucher, épingler ce problème-là. Tout le monde avait eu peur en ce moment-là de dire cela. Lisez les confidences encore une fois, vous allez vous rendre compte que Kabila va voir Mugabe. Kabila a besoin, parce que Bemba est à l'est, l'RCD à l'ouest, non, qu'est-ce que je veux dire? Kabila, le père, arrive au Congo, Bemba est au nord, RCD, je ne sais pas moi, à l'est, le pays est déchiré, il y a des guerres. Voilà comment ça se passe. Kabila, le père, va appeler, va demander son aide, l'aide à son grand frère, Mugabe. Il va le voir, son père, je veux dire, il va le voir. Non, papa, il faut m'aider, j'ai besoin de contingents, j'ai besoin d'une armée et tout. Et c'est Mugabe qui part, qui pose la question. Celui qui divulgue l'affaire, c'est dans les confidences de Tchangira et tout. Il pose la question. Il dit, mais écoutez, messieurs, où sont les militaires formés de Mobutu? Ces militaires-là ont repris le Tchad. Ces militaires-là ont été à Khartoum. Ces militaires-là, ces militaires-là, ces militaires-là. Il a raconté les épopées des militaires zaïrois. Et vous savez la réponse de Kabila? Ça peut être vrai ou faux ou fausse. Kabila dit, ah mais ces gens-là, il y en a qu'on a tués, il y en a qui ont fui. Mugabe a touché la tête. Il dit, mais comment tu peux laisser des gens partir comme ça? Tu as commis la pire des erreurs. Mes frères, la version que je vous donne, c'est la version qu'on enseigne à l'école des formations, dans l'histoire de l'armée. Au moins de ce côté-là, ces gens sont sérieux. Ils continuent à raconter ça dans l'histoire de l'armée. Ils retracent les erreurs. Il dit, vous aviez une force. C'était l'élite de l'armée que vous avez chassée, que vous avez tuée. Ils sont éparpillés à travers le monde. Il y en a qui sont à Brazza, il y en a qui sont au Gabon, il y en a qui sont en Europe. Des gens formés. Tu devais les récupérer. Ces gens-là étaient fatigués, Mobutu les avait aussi déçus. Tu devais les récupérer, travailler avec eux. Ils auraient réorganisé ton armée. Et tu n'aurais pas pris beaucoup de temps pour chasser les Rwandais. Ils allaient partir d'eux-mêmes. Oh non, on m'avait conseillé, le Rwanda m'avait dit de me méfier de ces gens-là. Ces gens-là vont me faire du mal. Mais c'est la même logique qu'on a dit à Mobutu. Méfie-toi des Zaïrois, ils vont t'assassiner. Mobutu va appeler un directeur de cabinet rwandais. La même chose on a dit à M. Kadhafi. J'ouvre une parenthèse pour vous parler de Kadhafi. Je le lis dans plusieurs ouvrages d'ailleurs. Et le livre qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le livre de notre collègue journaliste Vincent Higueux. Kadhafi, on lui dit, qu'est-ce qu'on dit à Kadhafi? Monsieur Kadhafi, tu veux acheter les armes? Il dit oui. Tu veux avoir l'arme nucléaire? Il dit oui. Mais tu veux avoir des hélicoptères? Il dit oui. On dit ok. Ces choses-là, tu ne dois pas les donner aux Libyens. Parce que si tu donnes ça aux Libyens, bam, tu es foutu. Et qui lui dit ça? C'est Berlusconi. C'est Berlusconi qui dit à Kadhafi, ne donne pas de postes clés aux Libyens. Ils peuvent te jouer un jeu.
C'est ainsi que dans la suite de Kadhafi, il n'y avait pas de médecins libyens. Ces médecins étaient des étrangers. Et qu'est-ce que M. Kadhafi va faire? Kadhafi va acheter plus de 500 avions de chasse. Mais vous savez, qui étaient des pilotes? C'était des Européens, des Italiens, des Français, des autres, par la coopération. Ce sont eux qui pilotaient les avions quand il y avait des offensives. Ils pilotaient. Alors, quand on l'a attaqué, quand on l'a agressé, l'Europe a demandé à ses enfants de rentrer, ses compatriotes de rentrer. Et c'était le jour où l'assaut devait être fait. Kadhafi se lève le matin. Il dit, parce qu'il appelait les Européens des chiens, les Américains. Il dit, ces chiens-là nous ont attaqués. Ok, il appelle son général d'état-major. Il dit, demandez aux chasseurs de monter, on va à l'offensive. Et on lui répond, non, monsieur le président, ces pilotes ne sont pas dans leurs hôtels. Ils sont rentrés chez eux. Monsieur Kadhafi, désillusionné, il prend le téléphone et vous avez suivi la communication au téléphone. Il appelle le président chinois. Il dit, est-ce que tu as vu ce que Berlusconi m'a fait? Ça, c'est un audio qui est aujourd'hui visible, tout le monde peut l'entendre. Tout le monde. J'ai des documentaires, je peux vous les envoyer. Il dit, est-ce que tu as vu ce que Berlusconi m'a fait? Berlusconi a envoyé ses enfants, il les a récupérés. Il m'a dit de ne pas nommer, de ne pas former mes propres les Libyens et les donner les avions de chasse parce qu'ils allaient me tuer. Mais voilà ce qu'il m'a fait, il m'a trahi. Quand ces choses vont se passer, je veux régler le compte à Berlusconi. Il disait ça à monsieur le président de la Chine. Où sommes-nous aujourd'hui? C'était là la même erreur. La même erreur. Et j'étais étonné d'entendre Alpha Condé dire aussi. Alpha Condé dit, aucun président africain n'a ses propres gardes du corps. C'est ce qu'Alpha Condé disait. Dans un sommet à l'Union africaine. Et après ça, on a vu des changements maintenant. Les présidents africains ont repris conscience. Ils ont dit, c'est très dangereux d'avoir des étrangers avec nous. Parce qu'une fois qu'on les appelle, ils partiront. Ayons nos propres frères. S'il faut même avoir des frères, des familles, ayons-le. C'est mieux, c'est sécurisant. Du coup, vous avez vu les choses comme ça changer. Donc je crois humblement que nous sommes passés. On a eu un problème de l'élite. L'élite a été faussée et les vraies élites ont été chassées, tuées, mis dans une situation terrible de faim, de précarité, pour les obliger de se soumettre. L'autre moyen que le pouvoir en place avait utilisé au Congo, c'était d'appauvrir l'élite. Et comment on appauvrit l'élite? En approvissionnant l'université. Il faut d'abord appauvrir l'université. Appauvrissez l'université, l'élite sera obligée de chercher la vie. Dans la technique de survie, l'élite viendra vers vous et vous allez le manipuler. C'est ainsi qu'on a transformé la pyramide, l'élite au service du pouvoir, au lieu que le pouvoir soit au service de l'élite. La pyramide a été détruite, l'idéal a été défait. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Le problème de notre élite. Notre élite n'a pas été sélectionnée convenablement. Ceux-là qui sortent du lot sont ceux-là qui font un effort personnel, qui ont une discipline d'esprit, qui n'ont pas la définition de la faim de la même manière. C'est là le problème. Et ce sont des gens comme ça dont on a besoin. Des gens qui acceptent de vivre dans la disette, dans la pauvreté, mais ils tiennent debout, ils tiennent logique. Et un ami m'a dit, mais Christian, toi, tu cherches le pouvoir. Tu cherches le pouvoir. J'ai dit, mais si je cherchais le pouvoir, je serais avec Mobutu, avec Kabila depuis très longtemps. Depuis très longtemps d'ailleurs. Le problème, ce n'est pas chercher le pouvoir. Le problème, ce n'est pas celui-là. Je sais tenir, je sais comprendre la vie. Mon besoin le plus ardent, c'est que les Congolais comprennent que ce pays nous appartient. Je n'ai pas oublié le projet de l'élite. Notre parti, je ne l'ai pas oublié. J'ai eu beaucoup d'adhésions des gens. Beaucoup d'adhésions des gens. On attend que le plateau soit prêt, que notre administration soit prête. Nous allons vous envoyer, on va vous donner notre mail. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je donne le mail en question. Notre mail, si vous voulez nous envoyer votre CV, c'est toujours important. Votre CV, envoyez-le dans bosembe@gmail.com. Vous écrivez vraiment Bosembe avec un seul S. bosembe@gmail.com. Vous nous envoyez vos demandes là-bas. Faites-nous vos demandes, votre candidature, votre demande, ça sera important pour nous. Et nous allons, à travers ces mails-là, vous renvoyer la fiche. Comme ça, vous allez remplir et vous nous envoyez cela. On va constituer un bloc. Parce que nous devons refaire l'élite congolaise. On doit enseigner à l'élite congolaise la résistance. La résistance, ce n'est pas ce que j'entends ici. La résistance, c'est d'abord les moyens intellectuels de se défendre. Parce que la faim, ce n'est pas le plus grand ennemi. Non, la faim n'est pas l'ennemi fatal. L'ennemi fatal, c'est
la tête quand vous n'êtes pas sérieux. Et puis vous avez l'étape la plus noire de l'histoire. C'est la toute dernière étape. C'est de 2001 en 2018. J'en parlerai très prochainement. Messieurs et dames, merci d'avoir été nombreux. Vous nous avez suivis. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, dimanche, on ne tourne pas, mais exclusivement, on a tourné pour vous. Demain, on continue pour autre chose. On fera autre chose. On fera toujours Critique Info. Portez-vous bien. Merci. Il y en a qui aiment déjà Bongwana. Mais ça na Bongwana. Mais au moni Bongwana, au moni n'engé ba vue ça. 3000 hein, Tissiko. 3000 vues. 3000. Mais ta Critique Info parce qu'on parle politique. Yo, quand on a d'autres côtés, moni 3000 vues. Là, parce qu'on a mis un titre réfléchi, hein, comment développer la RDC. Mais personne. 3005. Je vous retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.